Vous voulez fuir la France et partir tenter votre chance au pays de l'oncle Sam? Entre l'insécurité, la morosité ambiante, le manque de perspective et une économie sous tension, l'idée peut sembler tentante. Mais avant de tout plaquer, il y a une réalité incontournable, le visa. Il y a de nombreuses raisons qui peuvent vous pousser à vouloir vous expatrier outre-Atlantique. Les opportunités professionnelles, avec souvent des rémunérations plus élevées et une plus grande facilité à entreprendre, la qualité de vie, parce que tous les climats existent aux États-Unis, des plages en Floride ou en Californie, des montagnes rocheuses, sans compter les parcs naturels, la culture américaine, souvent perçue comme plus positive et plus tournée vers l'initiative et l'encouragement, et puis les États-Unis restent encore aujourd'hui le centre de l'innovation et de la recherche dans de nombreux secteurs, notamment la tech et le médical, en tout cas pour le moment. Pour autant, s'expatrier aux États-Unis n'a rien de simple, et c'est même assez difficile, surtout si le projet n'est pas solide. Dans cette vidéo, on va donc décortiquer les différents moyens de s'expatrier aux États-Unis et surtout comprendre ce que ça implique réellement au-delà du fantasme du rêve américain. Avant toute chose, il faut comprendre que partir aux États-Unis est un projet qui s'anticipe. Alors oui, c'est vrai pour toute expatriation, mais certains pays sont plus faciles d'accès avec des procédures administratives beaucoup plus souples. Aux États-Unis, les démarches sont beaucoup plus strictes, souvent longues et parfois incertaines, et surtout en ce moment. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre à l'avance, avoir un plan et surtout construire un projet compatible avec les visas déjà existants et non l'inverse. On ne choisit pas un visa par envie, il faut adapter son projet à ce qui est réellement accessible. Maintenant, on entend souvent deux discours extrêmes quand il s'agit de s'installer aux États-Unis. D'un côté, il y a ceux qui disent que tout le monde peut y aller, que c'est le pays de l'immigration et que le rêve américain est accessible à tous, et de l'autre, ceux qui affirment que seuls les ingénieurs sortis des top écoles type Polytechnique recrutés par Google dans la Silicon Valley ont une chance de pouvoir y aller. La réalité se situe entre les deux. Il est clair que tout le monde ne peut pas partir aux États-Unis, et encore moins du jour au lendemain, sauf à disposer d'énormes moyens financiers ou d'avoir un profil vraiment exceptionnel. En revanche, même avec un parcours classique, il est tout à fait possible à terme d'obtenir un visa à condition d'être stratégique et patient, et c'est exactement là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Pour partir aux États-Unis, il existe donc 3 grandes catégories de visas, que sont les visas étudiants, les visas professionnels et les visas spéciaux, investisseurs et exceptionnels. On va d'abord commencer par les visas étudiants, donc le visa F1. Le visa F1 s'adresse aux étudiants qui sont admis dans une université ou une école américaine, que ce soit pour un bachelor, un master, un doctorat, un programme intensif de langue ou une formation académique reconnue. Les critères principaux sont l'admission dans un établissement reconnu, une preuve de fonds financiers suffisants, un projet d'études crédible avec un volume de cours à temps plein et l'intention de retour dans le pays d'origine, même si dans la pratique certains changent de statut par la suite. L'un des grands atouts du visa F1 réside dans les possibilités de travail légal qu'il offre, puisque pendant les études, le CPT, le Curricular Practical Training, vous permet d'effectuer des stages rémunérés lorsqu'ils font partie intégrante du cursus. Et puis après l'obtention de votre diplôme, vous pouvez bénéficier de l'OPT, l'Optional Practical Training, qui vous autorise jusqu'à 12 mois de travail à plein temps aux États-Unis. Pour les diplômés dans les domaines des sciences, des technologies ou de l'ingénierie, vous pouvez même avoir une extension de 24 mois, ce qui porte la durée totale de travail à 3 ans. En revanche, ce visa reste juridiquement un visa de non-immigrant, ce qui signifie qu'il ne permet pas à lui seul de s'installer durablement aux États-Unis. Pour rester à long terme, vous devez passer par une transition de statut, et la voie la plus courante consiste à utiliser la période d'OPT pour convaincre un employeur américain de sponsoriser un visa de travail H-1B par exemple. Ensuite, on a les visas professionnels. Donc là, le principal, c'est le visa H-1B qui s'adresse aux professionnels qualifiés dans certains domaines spécialisés, notamment en tech, en ingénierie, en finance, IA, santé, etc. Mais pour ça, vous devez être titulaire d'un diplôme universitaire, donc au moins Bac+3, Bac+4, ou avoir une expérience professionnelle équivalente prouvée. Vous ne pouvez pas postuler seul pour ce visa, c'est l'entreprise dans laquelle vous allez postuler qui va devoir vous sponsoriser à travers un système de loterie, et généralement cette loterie prend en compte les niveaux de salaire, donc plus votre salaire sera élevé par rapport à la moyenne locale, plus vous aurez de chance. Il y a des quotas chaque année, donc c'est pas un visa qui vous est garanti, et par ailleurs ce visa est beaucoup plus compliqué à avoir dans la mesure où vous devez postuler depuis l'étranger. Donc ça rajoute encore de l'incertitude. Ceci étant dit, ce visa est un des visas qui peut vous permettre de vous expatrier à long terme aux États-Unis puisqu'il dure 3 ans, il est renouvelable, donc vous pouvez faire votre demande de carte verte, et dans certaines conditions, vous pouvez même être accompagné d'un conjoint et d'enfants. A noter cependant que depuis 2025, le coût de sponsoring pour les entreprises américaines peut être très élevé, jusqu'à plus de 100 000 $, ce qui va compliquer le process. Pour résumer, donc, ce visa n'est pas fait pour tout le monde, il faut que vous soyez diplômé ou alors que vous ayez une solide expérience professionnelle, et uniquement dans certains secteurs,
Généralement, ce sont les plus rémunérateurs, et si vous avez une expertise forte et recherchée, c'est encore mieux. Donc là, si vous avez des compétences poussées en IA ou en ingénierie par exemple, ça peut vous intéresser. Ensuite, on a le visa G1 qui se décline en plusieurs catégories, avec d'abord le visa G1 interne pour les stagiaires. Il s'adresse principalement aux étudiants qui sont inscrits dans un établissement supérieur en dehors des États-Unis ou alors qui sont jeunes diplômés. Ce visa nécessite un sponsor aux États-Unis qui va valider votre plan de formation, puisqu'en fait avec ce visa vous avez le droit de faire un stage aux États-Unis, mais avec un plan de formation précis et encadré. La durée maximum c'est de 1 an, donc il n'y a pas d'installation possible après. Ça vous intéresse si vous avez envie d'expérimenter le travail à l'américaine. Ensuite vous avez le G1 Trainee qui s'adresse aux jeunes professionnels ayant déjà une expérience professionnelle en dehors des États-Unis, et dans ce cas-là la durée maximale c'est de 18 mois. Là encore, c'est encadré par un sponsor, et c'est généralement ce visa-là qui est utilisé pour tout ce qui est VIE, par exemple. Donc à l'issue, si vous ne pouvez pas convertir, vous devrez rentrer en France. Attention, parce que dans certains cas, vous aurez l'obligation de rentrer dans votre pays pendant 2 ans à la fin du programme avant de pouvoir demander un visa de travail. Il existe des dérogations, mais il faut se renseigner en amont. Ça, c'était les 2 principales catégories de visa G1. Mais il y en a d'autres, comme le visa G1 au pair, pour les filles au pair par exemple, ou les G1 pour les chercheurs. Ces visas vous concernent si vous souhaitez avoir une première expérience professionnelle aux États-Unis, par exemple si vous n'êtes pas sûr ou que vous voulez vous faire une idée de la culture américaine et du travail à l'américaine. Enfin, le visa L1 qui est un visa de mutation interentreprise. Il s'adresse à des salariés déjà en poste dans une entreprise internationale qui possède une entité aux États-Unis. Pour être éligible, il faut avoir travaillé au moins 1 an en dehors des États-Unis pour la même entreprise et sur un poste managérial de direction ou avec une expertise clé. Vous ne pouvez donc pas, par exemple, être transféré si vous êtes secrétaire ou agent d'accueil. L'administration américaine va vérifier autant le profil du salarié que la structure réelle de l'entreprise et le rôle stratégique du poste aux États-Unis. Ça, c'est hyper important. Le L1 permet de travailler légalement aux États-Unis pour l'entreprise transférante sans passer par une loterie, ce qui offre une excellente passerelle vers la carte verte. Et comme le visa H1B, ce visa peut vous permettre de vous expatrier aux États-Unis à long terme, puisqu'il peut durer jusqu'à 7 ans, et que vous pouvez donc postuler à la carte verte. C'est sans doute le visa le plus sûr pour pouvoir vous expatrier à long terme aux États-Unis. Par contre, il demande d'être stratégique sur le choix de l'entreprise dans laquelle vous allez postuler, et surtout, il faut prendre en compte que c'est un projet sur plusieurs années. Vous pouvez donc commencer par travailler quelques années en France, dans une grande entreprise qui dispose de succursales aux États-Unis, et ensuite demander un transfert. Enfin, on passe à la dernière catégorie de visa avec le visa O1, qui est un visa destiné aux profils exceptionnels. Donc par exemple des scientifiques reconnus dans leur domaine, donc qui ont reçu des prix nationaux ou internationaux, des sportifs ayant eu des récompenses. Si vous avez créé une entreprise innovante par exemple, ce sont des profils qui sortent de la norme. Mais ce type de visa ne concerne que très peu de profils, donc c'est probablement pas celui qui va vous concerner. Et enfin, le visa investisseur E2, qui s'adresse à des entrepreneurs qui créent ou qui rachètent une entreprise aux États-Unis et qui investissent un montant conséquent, en général entre 100 et 200 000 $. Et cette entreprise doit être crédible, c'est-à-dire qu'elle doit avoir un business plan cohérent qui permet de faire travailler des Américains. Donc par exemple, les entreprises solo, ça ne va pas marcher, et ce visa va vous permettre de rester aux États-Unis tant que l'entreprise fonctionne. Il est incertain dans la mesure où si votre entreprise cesse, votre visa aussi, puisque votre visa va dépendre directement de votre entreprise aux États-Unis. Il faut donc soit avoir déjà réussi, donc être un entrepreneur expérimenté, soit il faut être capable d'assumer des risques, notamment financiers, puisque ce visa nécessite un capital de départ assez important. Maintenant qu'on a vu les différents types de visas qui existent, on va s'attarder un peu sur les points auxquels il faut faire attention avant de vouloir s'expatrier aux États-Unis. Vous les connaissez sans doute déjà, mais pour ceux qui ne les connaîtraient pas, on va faire quelques petits rappels. Le premier sujet, ça va être la santé. Oui, la santé aux États-Unis coûte très cher. Si vous êtes employé, votre entreprise peut prendre en charge une partie de l'assurance santé, mais dans la majorité des cas, vous devrez quand même payer une cotisation mensuelle qui peut aller de plusieurs centaines à plusieurs milliers de dollars par mois selon la couverture choisie et votre situation familiale. Ensuite, il faut comprendre le principe de la franchise. La franchise, ça correspond au montant que vous devez payer de votre poche avant que l'assurance ne commence réellement à intervenir. Tant que ce seuil n'est pas atteint, les frais médicaux restent à votre charge. Par exemple, si votre franchise c'est 3 000 $ et que vous avez 1 200 $ de frais médicaux dans l'année, eh bien vous allez payer 1 200 $ entièrement de votre poche. Si vos frais s'élèvent à 4 000 $, eh bien vous paierez les 3 000 premiers dollars et l'assurance commencera à intervenir seulement sur les 1 000 $ restants.
une fois la franchise dépassée, l'assurance prend en charge une partie des frais médicaux, mais rarement la totalité, et donc il va rester presque toujours un reste à charge à payer. Enfin, il existe ce qu'on appelle le out of pocket maximum, c'est le montant maximal que vous pouvez payer sur une année. Une fois ce plafond atteint, l'assurance va prendre 100% des frais en charge. Le problème, c'est que ce plafond peut lui aussi atteindre plusieurs milliers de dollars, ce qui signifie que les dépenses peuvent être très élevées avant d'y arriver. Si votre out of pocket maximum est de 7 000 $, et ça peut être même plus, ça peut être 8 à 10 000 $, ça signifie que la franchise, participation et reste à charge cumulés, peuvent vous coûter jusqu'à 7 000 $ sur l'année, et c'est une fois ce montant atteint que l'assurance prendra tout en charge. Vous voyez que dans tous les cas, même avec une assurance, vous allez toujours payer quelque chose. Et alors si vous n'êtes même pas assuré, là il vaut mieux ne pas y penser, parce que là c'est vraiment le cas où vous allez vendre un rein pour vous réparer une jambe, quoi. Là, ça peut vraiment chiffrer et à plusieurs dizaines de milliers de dollars facilement. Donc il faut vraiment avoir une assurance. Le deuxième point, ça va être le credit score. Quand on est français, on est peu familier avec ça, mais aux États-Unis, c'est hyper important. En France, une banque, pour vous faire confiance, va regarder votre situation professionnelle, notamment si vous avez le fameux CDI. Aux États-Unis, on va regarder autre chose, on va regarder comment vous gérez votre argent, et notamment si vous payez vos dettes en temps et en heure. Donc ce score est calculé en prenant en compte plusieurs critères, notamment l'historique de vos paiements, c'est le plus important. Si vous avez des retards de paiement, ça peut ruiner votre score. L'utilisation du crédit, c'est le ratio entre ce que vous dépensez et votre limite. Par exemple, si vous avez 1 000 $ de limite, il ne faut pas utiliser plus de 1 000 $. Il faut utiliser 200, 300. Idéalement, restez sous les 30-40%. Votre ancienneté, plus les comptes sont vieux, plus vous êtes jugé fiable. Et ensuite, tout ce qui va être mix de crédit, donc si vous avez différents types de dettes, ça peut aussi montrer que vous savez gérer différents types de crédits. Et donc voilà. Donc paradoxalement, être endetté, c'est une bonne chose, c'est même indispensable, parce que sinon on ne peut pas calculer de score. Et si on ne calcule pas de score, on va être réticent à vous prêter parce qu'on ne vous connaît pas. Donc certaines banques peuvent utiliser votre historique de crédit en France pour vous donner un score aux États-Unis, mais dans tous les cas, il faut faire attention à la gestion financière et surtout bien gérer et ne pas être trop gourmand au début. Enfin, le milieu du travail aux États-Unis, vous en doutez, est bien différent de celui de la France. D'abord, aux États-Unis, un CDI ne protège pas comme en France. Le contrat de travail repose sur ce qu'on appelle le at-will employment. Donc concrètement, l'employeur comme le salarié peuvent mettre fin au contrat à tout moment sans préavis obligatoire, même si souvent il y a quand même un délai de 2 semaines. Donc il faut prendre en compte ça parce que les lois sont bien moins protectrices qu'en France. Si jamais ton visa dépend de ton emploi, ça peut être un peu stressant, parce que si tu perds ton emploi, tu perds ton visa. C'est aussi pour ça qu'il faut avoir une épargne au cas où, parce que le chômage là-bas n'est pas aussi généreux, il est beaucoup plus court, et souvent même le visa ne permet pas de le toucher, et donc tu peux devoir quitter le pays si tu perds ton emploi. Ensuite, même s'il n'y a pas de minimum légal, les congés sont généralement de 2 à 3 semaines par an, donc on est bien loin des 5 semaines qu'on a en France, d'autant qu'il n'y a pas de RTT aux États-Unis, ça n'existe pas. Ensuite, les salaires. Alors les salaires sont généralement bien plus élevés qu'en France, ça c'est le point positif. Par contre, le coût de la vie peut être très élevé en fonction des États. Par exemple, si vous habitez en Californie ou à New York, ça peut vous coûter une fortune. Il en est de même pour les taxes et les impôts. Aux États-Unis, il y a un empilement de plusieurs couches. Vous avez d'abord les impôts au niveau fédéral, les impôts au niveau de l'État, et là encore en Californie, ça va vous coûter très cher, alors que le Texas, la Floride ou le Nevada, on peut voire pas du tout d'impôts. Et ensuite, vous avez des impôts à l'échelle de votre ville. Et à la fin, ça peut chiffrer. Donc quand on dit qu'aux États-Unis, on paye moins d'impôts qu'en France, c'est vrai, mais ça va dépendre de l'endroit où vous habitez. Donc il faut bien réfléchir à ça aussi avant de partir. Donc voilà pour ce tour d'horizon des différentes façons de s'expatrier aux États-Unis. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair. S'expatrier aux États-Unis peut être une opportunité énorme, mais ça peut aussi être une erreur coûteuse si c'est mal préparé. Donc si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour la suite.